je vais dire à Blé Goudé et aux gens du FPI, ne pensez pas que vous êtes intelligents. Vous êtes même les hommes les plus détestables de notre société. Quand on dit que vous avez commis des crimes là, que la CPI reconnaisse, que la CPI ne reconnaisse pas, que vous ayez été blanchi, que vous ayez été noirci, qu'on vous a rendu vert, nous on s'en fout. Nous on dit aux Ivoiriens, voilà les faits qu'on va citer là. Si vous trouvez un seul fait qui n'est pas vrai dedans, venez nous dire que c'est faux. Mais comme vous dites que vous avez été blanchi par la CPI, il n'y a pas de problème. On va dire les faits qui vous étaient reprochés là. On va donner tous les détails et puis après on va couper, on va mettre ça sur Internet. Toutes les personnes qui vont entendre ça, s'il y a une partie qui n'est pas vraie là, vous dites ça là, c'est pas vrai. Si on s'entend très bien, je vais procéder à la lecture des charges, telles que confirmées dans les décisions relatives à la confirmation des charges portées contre M. Laurent Gbagbo et contre M. Blé Goudé, dans les décisions de la Chambre préliminaire du 12 juin 2014 et du 11 décembre 2014 respectivement. Ce sont les traductions officielles en français que je vais lire, la section 4 de chaque décision. Et je vais commencer par la lecture de la décision relative à la confirmation des charges portées contre M. Laurent Gbagbo. La référence de cette décision est ICC-02-11-0211-656. Version publique expurgée. La section 4, paragraphe 226 et suivant. Dans cette section intitulée Fait avec S, circonstances avec S et qualification juridique, confirmée par la Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Mama en Côte d'Ivoire, est pénalement responsable des crimes contre l'humanité que constituent les meurtres, les viols et autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan en Côte d'Ivoire entre le 16 et le 19 décembre 2010. Pendant et après une marche des partisans du docteur Alassane Ouattara qui se rendait au siège de la RTI le 3 mars 2011 lors d'une manifestation des femmes à Abobo le 17 mars 2011 par le bombardement au mortier dans un secteur densément peuplé d'Abobo et le 12 avril 2011 ou vers cette date à Yopougon, et ce en vertu de l'article 23-3-A du statut, pour avoir commis ces crimes conjointement avec les membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des membres des forces pro-Gbagbo, ou en vertu de l'article 25-3B, ou en vertu de l'article 25-3-D du statut, pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes. Premièrement, faits et circonstances décrits dans les charges confirmées par la Chambre. Les faits et les circonstances décrits par le procureur dans les charges portées à l'encontre de Laurent Gbagbo, section 9 du document amendé de notification des charges et confirmé par la Chambre en application de l'article 61-7 du statut sont les suivants. Avant l'élection présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat ont conjointement conçu et mis en œuvre un plan commun en vue de le maintenir à la présidence par des moyens nécessaires, y compris en commettant des crimes en cause à la date du 27 octobre 2010,
la mise en œuvre du plan commun avait évolué de façon à inclure une politique d'État ou d'organisation qui avait pour but le lancement d'une attaque généralisée et systématique contre les civils considérés comme les partisans du docteur Alassane Ouattara. La poursuite de ce plan commun et de cette politique était de nature criminelle. La mise en œuvre de l'attaque généralisée ou systématique comprenait de multiples actes criminels tels que les meurtres, les viols, d'autres actes inhumains et la persécution de la population civile. Les crimes en cause ont donc résulté de la mise en œuvre du plan commun. À l'époque considérée, M. Laurent Gbagbo exerçait commandement, contrôle et autorité sur les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, en abrégé FDS. À l'époque, Laurent Gbagbo exerçait également contrôle et autorité directement et par l'intermédiaire de son entourage immédiat sur les jeunes pro-Gbagbo, les miliciens et les mercenaires, prêtaient main forte aux forces pro-Gbagbo, les FDS. Les forces pro-Gbagbo constituaient un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé. Du fait de leur position, d'autorité et des contributions qu'ils apportaient au plan commun et à la politique, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat pouvaient se servir de ces forces pour mettre en œuvre le plan commun et la politique en commettant des crimes en cause. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, des forces pro-Gbagbo ont tué au moins 160 personnes lors des 4 événements ci-après. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, les forces pro-Gbagbo ont tué 45 personnes à Abidjan, pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, dans la commune d'Abobo à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont tué 7 femmes qui avaient pris part à une manifestation de protestation des femmes pro-Ouattara. Le 17 mars 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 40 personnes au marché d'Abobo, ou dans les environs, en bombardant au mortier un secteur densément peuplé au marché Siaka Kone. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, dans la commune de Yopougon à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 68 personnes, originaires pour la plupart du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 38 femmes et filles lors des 2 événements ci-après. Le 16 et 18 et 19 décembre 2010, les forces pro-Gbagbo ont violé au moins 16 filles et femmes à Abidjan pendant et après la marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. Le 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont violé au moins 22 femmes à Yopougon. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont infligé à au moins 118 personnes de graves souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique lors de 4 événements ci-après. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, les forces pro-Gbagbo ont blessé au moins 150 personnes à Abidjan, pendant et après une marche des partisans de Alassane Ouattara qui se rendaient à la RTI. Le 3 mars 2011 à Abobo, les forces pro-Gbagbo ont blessé au moins 3 personnes qui avaient pris part à une manifestation des femmes pro-Ouattara. Le 17 mars 2011, les forces pro-Gbagbo
ont blessé au moins 60 personnes au marché d'Abobo, le marché Siaka Kone, en bombardant dans les environs au mortier un secteur densément peuplé. Le 12 avril 2011, les forces Pro-Gbagbo ont blessé au moins une personne à Yopougon. Les crimes en cause ont été commis pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique ou religieux. Les victimes de ces crimes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient considérées comme des membres du groupe politique d'Alassane Ouattara ou des partisans de ce dernier, ou parce qu'elles vivaient dans des quartiers d'Abidjan perçus comme des bastions d'Alassane Ouattara. Souvent, des cibles étaient aussi choisies pour des motifs ethniques, principalement des Dioula ou des Baoulés. Religieux, c'est-à-dire musulmans, ou des nationaux, c'est-à-dire des ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, ainsi que des descendants, des Ivoiriens d'ascendance ouest-africaine. Laurent Gbagbo et d'autres membres du plan commun considéraient tous les membres du groupe politique, ethnique, nationaux, religieux, submentionnés comme des partisans d'Alassane Ouattara. Du 27 novembre 2010 jusqu'au 12 avril 2011, à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile considérée comme favorable à Alassane Ouattara, attaque qui a consisté en la commission de multiples actes criminels en application de la politique des forces pro-Gbagbo dirigées par Laurent Gbagbo et son entourage immédiat, dont Blé Goudé inclus. Les crimes en cause ont été commis dans le cadre de cette attaque. Laurent Gbagbo ainsi que Blé Goudé ont contribué à la commission des crimes en cause de la manière suivante. Laurent Gbagbo a conçu et mis en œuvre le plan qui s'est traduit par la commission des crimes. Laurent Gbagbo a été une structure, Laurent Gbagbo a créé une structure lui permettant de mettre en œuvre le plan commun. Ce qui s'est traduit par la commission des crimes en nommant ou en promouvant des personnes qui lui étaient loyales à des postes clés du gouvernement comme Dogoblé et des FDS, en chargeant ses subordonnés de recruter des éléments supplémentaires au sein des FDS, y compris des gens de son ethnie, des miliciens pro-Gbagbo, et en supervisant leur recrutement. Laurent Gbagbo a armé les forces qui lui étaient loyales et qui ont commis les crimes en causant ou en mettant des armes qu'il contrôlait à leur disposition, en chargeant ses subordonnés d'en acheter d'autres armes, en octroyant des fonds nécessaires, en s'assurant que des armes et des munitions étaient fournies à ses forces. Laurent Gbagbo a coordonné la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission des crimes en tenant fréquemment des réunions et en s'entretenant régulièrement avec son entourage immédiat et d'autres membres de son réseau de soutien. À ce sujet, pour être informé de la situation sur le terrain par ses commandants et leur donner des instructions dans le cadre des opérations. Laurent Gbagbo, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des membres de son entourage immédiat, a chargé ses subordonnés de mettre en œuvre le plan commun ou les a incités à le faire, ce qui s'est traduit par la commission des crimes. Et il a, Laurent Gbagbo, 1. Ordonné le déploiement des forces armées contre les manifestants opposés à sa politique. 2. Laurent Gbagbo a donné des instructions aux forces qui lui étaient loyales d'arrêter la marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI le 16 décembre 2010. 3. Laurent Gbagbo a ordonné à ses forces d'assiéger le Golf Hotel avec ses résidents. 4. Laurent Gbagbo a enjoint à ses forces de tenir bon
et de ne pas perdre à bobo. 5. Laurent Gbagbo a employé des termes péjoratifs et de nature haineuse à l'encontre des opposants politiques, notamment en traitant ces derniers de bandits, d'ennemis et de terroristes. 6. Laurent Gbagbo a incité les forces pro-Gbagbo et les miliciens de Yopougon, directement ou par l'intermédiaire de Charles Blé Goudé, à se battre pour protéger la nation et ne pas laisser entre les mains des ennemis, et à appeler ses partisans à continuer la résistance et à combattre Alassane Ouattara et ses terroristes. Laurent Gbagbo a incité les forces qui lui étaient loyales à commettre des crimes. 1. En leur ordonnant de ne pas remettre en question la légalité des ordres qu'ils avaient reçus, leur faisant clairement savoir qu'ils ne seraient pas punis pour des crimes commis. 2. En ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces crimes pendant que la crise post-électorale, ou pour en punir les auteurs. Et 3. En s'abstenant d'en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. En posant ses actes et omissions, Laurent Gbagbo et ses complices, à savoir Blé Goudé, avaient l'intention et la connaissance requise relativement au crime en cause. En outre, il savait que son comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique, ou entendait qu'il en fasse partie. Deuxièmement, qualification juridique des faits. La qualification juridique des faits décrits par le procureur et dans les charges portées à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, section 9 du document amendé, notification des charges, et qui a été confirmée par la Chambre en application de l'article 61-7 du statut, est la suivante. Charge 1. Meurtre constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées plus haut, Laurent Gbagbo est responsable en vertu de l'article 7-1 et de l'alinéa 1, A, B, ou de l'article 25-3 du statut du crime contre l'humanité qui constitue le meurtre d'au moins 160 personnes commis par les forces pro-Gbagbo. Deuxième charge, viol constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées, Laurent Gbagbo est responsable en vertu de l'article 7-1G de l'alinéa A, B ou D de l'article 25-3 du statut de crime contre l'humanité que constitue le viol d'au moins 38 personnes commis par les forces pro-Gbagbo. Charge numéro 3. Autre acte inhumain ou tentative de meurtre constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées, Laurent Gbagbo est soit responsable en vertu de l'article 7-1-K de l'alinéa A, B ou D de l'article 25-3 du statut de crime contre l'humanité que constituent les autres actes inhumains, à savoir des actes ayant causé à au moins 118 personnes des graves souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique commis par des forces pro-Gbagbo, soit responsable en vertu de l'article 7.1 A et 25-3-F, ainsi que de l'alinéa A, B ou D de l'article 25-3 du statut de crime contre l'humanité que constitue la tentative de meurtre commis par les forces pro-Gbagbo. Charge numéro 4. Persécution constituant un crime contre l'humanité. Au vu des faits et des circonstances exposées, Laurent Gbagbo est responsable. Je vais à présent lire la traduction officielle en français de la décision sur la confirmation des charges portées contre M. Charles Blé Goudé. La référence de cette décision est ICC 02/11-02/11-186
du 11 décembre 2014. Section 4. Faits, circonstances et qualifications juridiques confirmées par la Chambre. La Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Charles Blé Goudé, né le 1er janvier 1972 à Niabraouyo, en Côte d'Ivoire, est à titre individuel pénalement responsable en vertu de l'article 7 du statut des crimes contre l'humanité que constituent le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou tentatives de meurtre et la persécution commise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, comme précise ci-dessous. Premièrement, faits et circonstances décrits dans les charges et confirmés par la Chambre. Les faits et les circonstances décrits par le procureur dans les charges portées à l'encontre de Charles Blé Goudé et confirmées par la Chambre en application de l'article 61-7 du statut de Rome sont les suivants. Ce sont les crimes que Blé Goudé a commis. Avant l'élection présidentielle de 2010, M. Charles Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo et l'entourage immédiat de ce dernier ont conjointement conçu et mis en œuvre un plan commun en vue de maintenir Laurent Gbagbo à la présidence par tous les moyens, y compris en commettant des crimes en cause. À la date du 27 novembre 2010, la mise en œuvre du plan commun avait évolué de façon à inclure une politique d'État ou d'organisation qui avait pour but le lancement d'une attaque généralisée et systématique contre les civils considérés comme les partisans d'Alassane Ouattara. La poursuite du plan commun et de la politique en question était de nature criminelle. La mise en œuvre de cette attaque généralisée ou systématique comprenait de multiples actes criminels tels que le meurtre, le viol, d'autres actes inhumains et la persécution de la population civile. Les crimes en cause ont donc résulté de la mise en œuvre d'un plan commun. À l'époque, considéré, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et les autres membres de l'entourage immédiat de ce dernier exerçaient conjointement un contrôle et une autorité sur les forces de défense et de sécurité. Les jeunes pro-Gbagbo, les miliciens et les mercenaires, que nous classons ici comme les forces pro-Gbagbo, Charles Blé Goudé était le leader, entre guillemets, des jeunes pro-Gbagbo et exerçait un contrôle et une autorité directe sur ces forces paramilitaires, c'est-à-dire des miliciens. Par son intermédiaire, à travers Blé Goudé, Laurent Gbagbo exerçait contrôle sur les jeunes dévoués à la cause de Blé Goudé. Les forces pro-Gbagbo constituaient un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé. Du fait de leur position d'autorité et des contributions qu'ils apportaient au plan commun et à la politique, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et les autres membres de l'entourage immédiat de ce dernier pouvaient se servir de ces forces pour mettre en œuvre ce plan et cette politique, notamment en commettant des crimes en cause. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 184 personnes lors de 5 événements ci-après. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, elles ont tué 45 personnes à Abidjan. Entre le 25 et le 28 février 2011, les forces pro-Gbagbo, appuyées par Blé Goudé, ont tué au moins 24 personnes, principalement originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Le 3 mars 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué 7 femmes à Abobo. Le 17 mars 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 40 personnes au marché Siakakone. Le 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 68 personnes à Yopougon.
originaires pour la plupart du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, les forces Pro-Gbagbo ont violé au moins 38 femmes et filles. Le 12 avril 2011, les forces Pro-Gbagbo ont violé 22 femmes à Yopougon. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, les forces Pro-Gbagbo ont infligé à au moins 126 personnes de graves souffrances, atteintes graves à leur intégrité physique lors de 5 événements. Et donc, mesdames et messieurs, vous permettrez qu'on s'arrête là un peu, mais en tout cas, l'essentiel a été déjà dit. Et quand vous allez continuer, j'ai déjà mis le lien, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai mis, là, ça fait 87 pages. J'ai mis le lien sur la vidéo d'hier. Et sur les pages Facebook, vous avez tous les liens. Vous pouvez continuer. Charles Blé Goudé a contribué à la commission des crimes en cause de la manière suivante. Charles Blé Goudé a participé à la conception et à la mise en œuvre du plan commun, qui s'est traduit par la commission des crimes en cause. Charles Blé Goudé a contribué à la mise en place et à l'organisation d'une attaque, d'une structure qui a permis l'exécution du plan conduisant à la commission de crimes. Charles Blé Goudé, premièrement, a galvanisé des jeunes pour assurer, entre guillemets, qu'ils portaient allégeance et exécutent ses instructions. 2. Charles Blé Goudé a assuré, grâce à son autorité, la cohésion des actions parmi les groupes des jeunes pro-Gbagbo. 3. Charles Blé Goudé a servi d'intermédiaire essentiel entre Laurent Gbagbo et les jeunes pro-Gbagbo. 4. Charles Blé Goudé a organisé la transmission d'instructions par divers moyens de communication. 5. Charles Blé Goudé a mobilisé des jeunes pour qu'ils commettent des actes de violence. 6. Charles Blé Goudé a contribué au financement des activités des jeunes pro-Gbagbo. 7. Charles Blé Goudé a joué un rôle essentiel dans le recrutement et l'enrôlement des jeunes pro-Gbagbo dans les effectifs de FDS, comme on a pu le voir à la place de la République. 8. Charles Blé Goudé a fourni un appui à la formation militaire et à l'armement des jeunes pro-Gbagbo et des miliciens. 9. Charles Blé Goudé a contribué au recrutement des mercenaires pro-Gbagbo. Et 10. Charles Blé Goudé a soutenu et encouragé la coopération entre les jeunes pro-Gbagbo, les miliciens et les FDS. Charles Blé Goudé a contribué à la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission de crimes. Charles Blé Goudé, 1. a fréquemment rencontré Laurent Gbagbo et les autres membres de son entourage immédiat afin d'adapter leur stratégie à mesure de l'évolution de la crise. 2. Dans ses discours, Charles Blé Goudé a relayé la détermination du régime de Laurent Gbagbo à rester au pouvoir à tout prix, y compris par l'emploi de la force. 3. Charles Blé Goudé a entretenu des liens étroits avec des officiers des FDS et a encouragé la collaboration entre FDS et les autres forces pro-Gbagbo. 4. Charles Blé Goudé a entretenu des liens avec des chefs des milices pro-Gbagbo et leur a communiqué des décisions de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. 5. Blé Goudé a tenu de grands rassemblements pour mobiliser des jeunes miliciens pro-Gbagbo et leur donner des mots d'ordre. 6. Blé Goudé a motivé des jeunes pro-Gbagbo à diriger leurs actions et les a préparés au combat. 7. Blé Goudé a encouragé et approuvé les actions des forces pro-Gbagbo. 8. Blé Goudé a incité les jeunes pro-Gbagbo à s'enrôler dans les FDS et à contribuer à la réorganisation des forces pro-Gbagbo. Et 9. Blé Goudé a créé un environnement propice à la commission des crimes. Charles Blé Goudé a incité les forces pro-Gbagbo et en particulier les jeunes pro-Gbagbo à commettre des crimes ou de toute autre manière faciliter la commission. 1. Utiliser une rhétorique xénophobe. 2. Faire porter au camp Ouattara la responsabilité des violences commises pendant la crise post-électorale. 3. Accuser les partisans d'Alassane Ouattara et la communauté internationale d'avoir des intentions de génocide contre les Ivoiriens entre guillemets. 4. Désigner des civils considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara
comme cible des attaques et auteur des crimes. 5. Charles Blé Goudé a appelé les jeunes patriotes à ériger des barrages routiers, à surveiller leurs quartiers et à identifier et dénoncer tout étranger entre guillemets qui s'y trouverait. 6. Charles Blé Goudé a félicité les jeunes pro-Babo pour leurs actions et leur a donné les moyens de continuer à lutter pour Laurent Gbagbo et pour défendre la population contre les rebelles. 7. Blé Goudé a légitimé les actions des jeunes pro-Gbagbo. 8. Blé Goudé a utilisé les médias et autres moyens de communication pour diffuser ses messages de la haine. En posant ces actes, Charles Blé Goudé avait l'intention et avait aussi la connaissance requise relativement aux crimes en cause. En outre, il savait que son comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique ou entendait qu'il en fasse partie. Deuxièmement, qualification juridique des faits. La qualification juridique des faits décrite par le procureur dans les charges portées à l'encontre de Charles Blé Goudé, section 9 du document de notification des charges et qui ont été confirmées par la Chambre en application de l'article 61-7 du statut. Première charge retenue contre Charles Blé Goudé. Meurtre constituant un crime contre l'humanité. Là, je ne pourrai plus lire tout puisque je suis un peu fatigué. Donc, première charge retenue contre Charles Blé Goudé. Meurtre constituant un crime contre l'humanité. Si ça c'est bien retenu, on va chercher la deuxième charge. Deuxième charge. Viol constituant un crime contre l'humanité. Troisième charge. Autre acte inhumain ou tentative de meurtre constituant un crime contre l'humanité. On va toujours chercher à aller vers la quatrième charge. Persécution constituant un crime contre l'humanité. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. L'article est long, mais on vous a déjà donné l'essentiel. Et donc, l'objectif était de faire comprendre clairement quand ces personnes viennent nous dire qu'elles n'ont rien commis. Avec tout ce qu'on a cité, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé, mais ceux qui ont bien suivi, qui sont ceux-là qui prenaient, on a dit d'identifier les maisons. Quand on écrit D sur ta maison, c'est Djoula. Quand on met B, c'est Baoulé. En ce moment, le PDCI et puis le RHRD est ensemble. Tous ces faits qui sont là, qu'on vienne me dire que c'est des faits imaginaires. Les morts, les viols, les personnes existent encore. Les parents de ceux qui sont morts existent. Et quand on veut faire passer tout ça dans les oubliettes de la conscience humaine, nous autres, ça nous gêne et ça nous blesse. Et on est obligé de sortir ici pour rappeler qui ces gens-là ont été. Et la justice des humains peut vous avoir pardonné, ou peut avoir même eu à commettre une erreur. Mais la justice de Dieu ne se trompe pas. Et c'est là que nous demandons à ces personnes-là d'avoir le triomphe modeste. Parce que vous n'avez pas changé vos méthodes. Parce que vos comportements le prouvent. Parce que l'arrogance avec laquelle vous voulez faire oublier à vos victimes le mal que vous avez commis, ce n'est pas à vous de dicter un agenda à ceux à qui vous avez fait du mal. Et Blé Goudé, hier, tu as beaucoup parlé. Tu as parlé et tu as parlé au ministre de la Communication comme si c'était ton ami. Mais tu allais plus loin en niant même les faits. Nous ne serions jamais accepté cela. Et nous allons rappeler ces faits-là pour vous dire, si ces faits ne vous ont pas gêné et que vous n'aviez pas été capable de vous repentir et de gagner en maturité, vous êtes très mal placé pour que vous soyez pardonné. Parce que le minimum pour que quelqu'un soit pardonné là, il faut que la personne fasse acte de contrition. La personne fasse acte de repentance. La personne fasse acte. Aujourd'hui là, est-ce que tu peux aller directement réunir tes partisans pour dire je reconnais avoir commis des crimes, je vous ai réunis aujourd'hui et je vous demande pardon, je veux parler de ceux à qui tu as commis des crimes. Mais vous n'allez pas faire oublier ça facilement. Et ton porte-parole hier qui a parlé disait aussi que
Même si un pouvoir fait 100 ans, il finira. Ça vient démontrer que votre volonté de ne pas changer, vous ne voulez pas changer parce que vous savez que tôt ou tard le pouvoir finira. Mais vous, ce qui est dans votre cœur là, ce que vous avez été hier là, vous allez maintenir ça. Donc toi et puis ton avocat Serge Ouraga là, qui est ton porte-parole là, on vous attend. Si hier, vous avez eu les moyens de commettre vos crimes, la prochaine fois, ça sera vous-même les victimes. Et si c'est ça qui va vous conseiller, les Ivoiriens sont prêts et vous attendent. Et donc, les messages de manipulation, ne pensez pas que ça va inquiéter quelqu'un. Si Ouattara veut là, il peut vous amnistier, tout c'est son problème. Mais demain, là, il sera le seul comptable de tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Mais nous tenons à dire aux Ivoiriens, voilà ce qui s'est passé. Et il ne faudrait pas que quelqu'un oublie. Toi, tu ne peux pas demander à une femme qui a été violée qu'elle t'aime. Va demander aux femmes que tu as violées là. Quelqu'un qui dit, je vous ai violé, mais je ne veux pas vous demander pardon et je m'en fous, mais acceptez que je sois là pour fanfaronner, pour batifoler sur la scène publique. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. J'ai aussi vu quelqu'un te défendre sur la NCI et ils ont pris le cas de certains pays comme au Kenya où il y a eu des exactions et après, ils se sont entendus. Mais la grande différence entre ces personnes-là et vous, c'est que même les Raïla ont dit, ces personnes-là ont reconnu leurs crimes. Et ces personnes ont accepté les lois de leur pays, les décisions juridiques de leur pays. Toi, tu te lèves, tu parles au ministre de la Communication comme si c'était ton ami. Je vais te rappeler, le ministre de la Communication, là, lui, il est là à l'université. Il a étudié. Il n'a pas eu de doctorat, hein. Il n'a pas eu PhD. Mais au moins, là, il a eu son diplôme, là, de la belle des manières, propre. Il n'a pas eu à voler une misérable licence comme toi. Et de deux, le ministre de la Communication que tu vois, là, c'est quelqu'un, là, il a de la structure morale en lui. Il faut bien écouter ce que je te dis, hein. Ce que beaucoup ne savent pas, là, vous le voyez comme ça, là. Il a fait l'école militaire. Amadou Koulibaly que vous voyez là, il a fait l'école militaire. Si j'ai mal, il n'a qu'à aller poser plainte. Donc là, quelqu'un qui passe par l'école militaire là, tu as une droiture morale et tu as une personnalité. Donc ne le voyez pas en veste pour dire non. Hey. Et c'est des gens comme ça. C'est aujourd'hui des minables, des décérébrés, des défaillants, des hommes au rabais. Toi, Blé Goudé, quelqu'un qui ne peut même pas nous dire, tu n'as même pas... D'abord, voilà quelqu'un qui est né, c'est par ses crimes qu'on le reconnaît. Voilà quelqu'un, on lui demande, mais toi, tu as fait quel boulot? Ça ne t'intéresse pas. Et demain, là, ça veut se mettre sur la place publique. Mais chers Ivoiriens, moi, je vous le dis, hein, si la Côte d'Ivoire brûle, là, c'est vrai que ce n'est pas intéressant à le dire, hein, mais moi, là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que là, de toute façon, là, moi, je n'ai pas ma famille et mes enfants là-bas. Donc là, je m'en fous. Mais si vous voulez vous aider pour que la Côte d'Ivoire brûle et puis vous allez brûler dedans là, il n'y a pas de problème. Allez soutenir les gens comme les Soroguium, allez soutenir les gens comme les Blé Goudé, allez soutenir les gens comme les Gbagbo. Nous autres là, on s'est mis en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est dans la télévision qu'on va voir ce qui se passe. On vous parle, on vous parle. Vous voulez que les gens vous blaguent. Les criminels n'ont jamais changé leur langage. Jusqu'à même ils disent que de toute façon là, le pouvoir de Ouattara ne va pas durer pendant 100 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous là, vous allez attendre les 100 ans et puis revenir faire la même chose. Mais on avait toujours dit ça ici, que ces gens-là ne vont jamais changer. Et puis Blé Goudé, je vais te dire un truc. Tu sais, quand on utilise la parabole, ou bien quand on utilise les proverbes là, c'est pour toujours cacher des vérités. C'est pourquoi le Christ utilisait beaucoup les paraboles. Et une fois même, j'ai donné l'explication même du figuier qu'il a maudit, comme aussi la tentation dans le désert. Ce sont des paraboles. Ça ne s'est pas passé physiquement. Chez nous là, on n'appelle pas ça parabole. Chez nous en Afrique,
on dit que tu utilises des proverbes. Mais c'est à quel moment on utilise les proverbes? On utilise les proverbes. Je prends un exemple concret pour qu'on se comprenne bien. Quand il y a des étrangers chez toi à la maison, et puis tu veux dire quelque chose à ton enfant, mais tu ne veux pas que tout le monde comprenne, tu utilises un langage codé. Les étrangers qui sont là, tout le monde a entendu ce que tu as dit. Mais ceux pour qui tu as annoncé, ceux qui sont les récepteurs, ceux qui doivent recevoir le message là, eux comprennent. Donc les éléments que tu as utilisés là, eux savent que ce ne sont pas ce que tu as dit dans la parole, mais ils savent à quoi ça se réfère. C'est un élément qui prouve que tu es foncièrement malhonnête, tu es foncièrement ingrat et tu es un impénitent et un individu qui n'a pas changé. Mais c'est en même temps une attitude des plus bêtes. Toi, tu vas utiliser quel proverbe pour donner des mots d'ordre à tes militants? Toi qui as été incapable d'avoir une licence. Toi, un individu au rabais dans tous les sens. Et puis nous, on ne peut pas comprendre ça. Tes proverbes à la deux noix que tu fais là, c'est ta maman et puis ton papa que tu blagues. Sinon, ce n'est pas nous. Parce que nous, on sait où tu vas. Et nous, on sait que tu utilises ça comme des mots d'ordre pour dire ce que je vous dis là. C'est le contraire. Tous les proverbes de blé que vous entendez là, qui sonnent bien dans votre oreille là, dans leur groupe du COGEP là, il vous a dit, je vais utiliser ça. Les gens vont penser que je suis en train de plaisanter, de m'amuser avec eux. Mais en réalité, vous, mes partisans là, sachez que tout ce que vous entendez de ma bouche là, c'est que je pense au fond de moi là, c'est le contraire. Donc si j'ai dit, on n'a qu'à se réconcilier là, c'est ce que les gens veulent entendre. Mais vous, mes partisans, vous savez que nous maintenons notre ligne dure. C'est notre combat de la xénophobie, notre combat de la haine et notre combat pour génocider une partie des citoyens ivoiriens. Et ça, si on le dit clairement que les uns et les autres ont compris, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là.